Bon, j'ai enseigné 30 ans la philosophie sur Grenoble. Je pensais que j'allais m'arrêter à la retraite, mais non. Il n'y a pas d'antidote à la philosophie. Quand on tombe dedans, c'est fini, quoi. Et quand François-Marie m'a proposé, j'étais en train de relire l'apologie de la caverne, si certains connaissent, et en me disant que c'était complètement actuel, quoi. Que finalement, Platon, il parle de nous. Hein. Et peut-être y a-t-il à en tirer quelque chose dans ces temps un petit peu troubles, confus. Hein. Je me disais que ça pouvait peut-être inspirer les gens comme comportement face au dogmatisme, au fanatisme, etc. Et qu'il y avait vraiment quelque chose à trouver là-dedans. Il y en a qui connaissent bien Platon? Oui? Non? Personne? Pas autant que vous, forcément. Ah ouais. Alors, il y a une chose qui m'importe dans cette présentation, c'est que je trouve que la philosophie, elle s'est souvent dévoyée parce que elle était présentée comme un art extrêmement complexe, réservé à des initiés, etc. Alors c'est pas du tout ce que je voulais vous proposer. Je voudrais rester fidèle à Socrate, hein, qui lui, philosophe dans la rue, on va le voir, et qui utilise des mots simples. Il n'y a pas besoin de néologisme, etc. Et d'ailleurs, il y a même des expériences qui ont été faites dans les écoles maternelles pour essayer de sensibiliser les petits à... Bon, est-ce que ça donne des résultats? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi le fait. En tous les cas, ce soir, ben voilà, je vous emmène, nous allons partir ensemble en promenade temporelle, 23 siècles, hein, et puis spatiale aussi, puisque nous allons en Grèce. Et c'est avec plaisir. Donc n'hésitez pas aussi à demander des précisions, etc. Alors, on va parler donc du siècle de Périclès. On a appris ça en 6e, je crois. Hein. C'est le siècle de Périclès qui nous apparaît, enfin qui nous est présenté souvent comme un siècle extrêmement brillant, presque lisse. Bon, à part quelques guerres, mais bon, ça fait partie du quotidien. Mais en fait, si on y regarde d'un peu plus près, cette période-là, elle est très trouble. Athènes est en déclin. La démocratie à Athènes décline. Ah, il y a des gens. Alors, oui, cette démocratie, elle est minée de l'intérieur comme de l'extérieur. On peut dire même que c'est une démocratie complètement corrompue. Plusieurs cités ne veulent pas se soumettre à Athènes, donc il y a des conflits en permanence, Alors, puis il y a aussi la guerre avec Sparte. Vous avez entendu parler de Sparte quand même. Hein? Sparte, cette cité guerrière, qui a un autre modèle de développement que Athènes. Athènes est beaucoup plus versée dans les arts, la philosophie, la politique, alors que les Spartiates ont une société extrêmement masculine où seul l'art de la guerre est pratiqué. Alors, dans ces temps troubles, on voit fleurir de nombreuses écoles de philosophie. Ces écoles sont tenues par ce qu'on appelle des sophistes, hein, du mot sophia,
la sagesse. Alors, ces personnages, peut-on les classer comme philosophes? On le verra après, hein, c'est vous qui ferez la conclusion, s'ils vous apparaissent comme tels ou pas. En tous les cas, Socrate va se rentrer en guerre contre eux, hein, et on va voir pourquoi. Alors, ces écoles, elles participent à la décadence d'Athènes. Et elles sont en grand nombre. Hein. Alors pourquoi? Parce qu'elles utilisent la rhétorique, hein, l'art de bien parler, et elles apprennent aux citoyens à faire de beaux discours. Alors dans quel but ces beaux discours? Eh bien, but de réputation, de briller, mais aussi c'est quelque chose qui s'installe parce que lorsqu'on a un procès avec quelqu'un, et c'était souvent le cas, hein, et il faut payer un avocat. Et les avocats, ça coûte cher. Entre autres, c'est les sophistes. Donc, du coup, beaucoup de citoyens se mettent à apprendre à bien parler. Mais il ne s'agit pas ici d'un discours qui va chercher le vrai. C'est un discours qui veut convaincre. Même si on est coupable, on va essayer de convaincre l'autre qu'on est innocent. Alors, Socrate dit lui-même que ce discours, cette parole, eh bien, c'est un détournement du véritable discours qui lui est divin, hein, qu'on appellera le logos. C'est une technique de pouvoir, nous dit-il. Alors moi, je rajouterais, c'est la langue de bois, hein, qu'on écoute à longueur de journée sur Facebook, à la télé, enfin bref. Et puis, ces sophistes, ils prétendent détenir tous les savoirs. Déjà, c'est suspect. Peut-on savoir tout? Donc, tous les savoirs, mais aussi tous les savoir-faire. Donc, vraiment, la crème des crèmes. Donc, c'est dans, comment dire, c'est dans ce contexte-là que Socrate va se faire connaître. Alors, Socrate, c'est un homme du peuple, c'est pas du tout un aristocrate. Il ne se destinait pas du tout à la philosophie. Au contraire, il avait envie de participer à la vie politique de sa cité. De même que Platon aura les mêmes désirs. Et puis, en regardant autour de lui, effectivement, il a été déçu par cette démocratie. Mais surtout, il a été détourné de ses désirs. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il arpente le chemin qui tourne autour de l'acropole, hein, qu'on appelle le péristos, et qui va donner les péripatéticiennes. Et oui. Donc, voilà, il marche, il parle, c'est quelqu'un d'extrêmement bavard. Il va apostropher ses concitoyens, parler de quoi? De tout, de rien, de la vie de tous les jours. Pour lui, le dire des sophistes est une escroquerie. Donc il faut rétablir l'opinion pour qu'elle devienne vraie, qu'elle devienne droite. Il a des mots très forts, hein. Il nous dit que le discours des sophistes, c'est comme une prostituée. On trouve ça dans la République. Alors cette prostituée, elle sert à quoi? Je vous l'ai dit, hein, souvent à la réputation, à briller, mais aussi elle sert à satisfaire des besoins, des intérêts personnels. Alors que Socrate, Platon, n'ont qu'une envie, c'est de servir l'intérêt public. Donc forcément, il y a une mésentente entre eux. La différence aussi avec les sophistes,
c'est que Socrate nous dit qu'il ne sait rien. Il n'a aucun savoir à proposer. Hein. Autant les sophistes, ils ont tous les savoirs, autant lui, la seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. Ça aussi, vous trouvez ça dans la République. Alors, c'est un peu suspect quand même, un bonhomme qui arpente, qui apostrophe les gens, quelquefois de manière un peu brutale d'ailleurs. Hein. On l'appelle la torpille, donc c'est quand même pas le petit poisson rouge, hein. C'est quelque chose qui vient chercher, qui vient faire mal. Son but, c'est d'accoucher les âmes. Comme sa mère était accoucheuse des corps, lui, il va accoucher les âmes. Mais que propose-t-il, puisqu'il affirme ne détenir aucun savoir? Quel est son but? Parce que c'est bien beau. Alors son apport, eh bien, c'est un autre statut du discours. Et ce qu'il va appeler la dialectique ascendante, puisque cette nouvelle forme que va prendre la philosophie a quand même, comment dire, excusez-moi, je cherche mes mots, la prétention d'accéder au divin. C'est par la parole, hein, par cette dialectique ascendante, alors qu'est-ce que c'est que cette dialectique? Bon, les mots grecs, hein, dit deux, logos, donc au moins deux, mais on va voir que finalement, même pas. Parce que ce qu'il propose, c'est un dialogue de l'âme avec elle-même. Mais en même temps, lui, il fait l'expérience avec les concitoyens, c'est-à-dire de parler ensemble. Et chacun va apporter une proposition qui va être étudiée avec le plus grand soin et qu'on va la plupart du temps réfuter. Ça, ce sont les dialogues de Platon. Si vous lisez les dialogues, vous avez un certain nombre de sophistes qui proposent des solutions. Et finalement, à la fin de ces propositions, on a toujours un dialogue de Socrate, et c'est ce dialogue qui l'emporte au niveau de la vérité. Alors, la dialectique, elle propose donc de dialoguer sous forme de questions-réponses. Socrate questionne en permanence ses concitoyens. Dans quel but? Pour leur faire prendre conscience de l'inutilité de leur discours, voire même de leur vacuité. Alors, non pas pour humilier les gens, il ne s'agit pas d'une méthode pour humilier quelqu'un, mais simplement de prendre conscience que lorsque nous affirmons des certitudes, et c'est toujours vrai aujourd'hui, hein, lorsque nous affirmons des certitudes, eh bien peut-être qu'il faudrait les réviser, voire même les changer. Donc à partir de la confusion de l'autre, eh bien va émerger peut-être l'idée que ce que l'on croit vrai n'est pas vrai du tout, et que l'on se trompe. Son but, c'est d'établir une philosophie de la conscience. C'est-à-dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un dialogue de l'âme avec elle-même. C'est comme ça qu'on accouche les âmes. Son but, il nous l'expose dans un dialogue qui s'appelle l'apologie de Socrate. C'est-à-dire, c'est son procès, ses derniers moments, etc. Pourquoi a-t-il fait ça? Il justifie ses interventions qui sont quelquefois un peu brutales par rapport aux autres, de deux manières. La première, par une voix divine
qui intervient depuis sa tendre enfance. Et cette voix divine, on l'appelle le daimon, à ne pas traduire comme le démon avec une connotation moderne. Le daimon, c'est un intermédiaire entre les hommes et Dieu. Et cette petite voix ne lui dit pas ce qu'il doit faire, elle lui dit ce qu'il ne doit pas faire. Et cette petite voix lui a dit que la mission qu'il a, c'est-à-dire d'éduquer ses concitoyens, c'est une mission divine. Elle est voulue par Dieu. Il ne peut pas y échapper. Il n'a pas le choix. Alors, j'ai relevé ça. C'est dans l'Apologie. C'est, je vous le répète, le Dieu qui m'a prescrit cette tâche par des oracles, des songes et par tous les moyens dont un Dieu quelconque peut user pour assigner à un homme une mission à remplir. Donc voilà, c'est un impératif. La deuxième justification, c'est l'oracle de Delphes qui nous le donne par l'intermédiaire de la Pythie, qui répond à quelqu'un d'autre. Elle ne répond pas à Socrate, mais quelqu'un a posé la question, savoir quel est l'homme le plus juste du monde, et elle répond, l'homme le plus sage, le plus libre et le plus sensé, c'est Socrate. Alors lui, il n'en revient pas du tout, hein. Et dans un dialogue, il va essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un de plus sage que lui. Et finalement, sa conclusion, c'est de dire, ben, peut-être que c'est vrai ce que m'a dit la Pythie, ce que dit la Pythie. Donc voilà, il justifie donc par une dimension spirituelle, hein, même mystique. On sait qu'il était mystique. Pour lui, le but, c'est que si on éduque bien les citoyens, eh bien, on aura un État beau, bien, vrai. Donc c'est ça le but. Alors, pour éduquer ses concitoyens, hein, on connaît bien aussi cette phrase célèbre qui nous vient de Delphes. Connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux et le monde. Et ça me rappelle un petit peu, quand on regarde bien, toutes ces techniques aujourd'hui de développement personnel qui ne nous disent rien d'autre, hein, que de se connaître, hein, d'aller au fond des choses, de ne pas donner la responsabilité de nos malheurs aux autres, à la société, à nos parents, à Dieu, non. L'introspection. Malgré cette légitimité, il est accusé de destruction de la tradition, de la corruption de la jeunesse, et il est condamné à boire la ciguë, ou bien il a le choix, il peut partir en exil. Et quand on connaît un petit peu l'âme athénienne de cette époque-là, on sait qu'il ne peut pas accepter l'exil. Tout, mais pas l'exil. Il ne peut pas quitter sa cité. Les Athéniens sont amoureux de leur cité. Alors, que retenir par rapport à Socrate? C'est très difficile de faire la part des choses entre Socrate et Platon, puisque Socrate n'a jamais rien écrit. Tout ce qu'on connaît, ce sont des textes qui ne sont pas très nombreux en plus. Bien sûr Platon, Aristote, mais Aristophane aussi, qui se moque de lui dans une pièce de théâtre. Donc, essayez de savoir si telle ou telle pensée vient de Socrate ou de Platon. Bon, ça me paraît assez stérile. La seule chose que l'on peut reconnaître, c'est que, et dont on est sûr, c'est que la théorie des idées platoniciennes, elle est de Platon, elle n'est pas de Socrate. Donc on va le voir ensemble. Quoi dire d'autre de plus par rapport à Socrate?
c'est un déçu de la démocratie réussie. Il aurait voulu que l'opinion se redresse, qu'elle devienne droite, mais au contraire, l'opinion, par sa nature, revendique une vérité qui ne sert que des intérêts privés et qui va rentrer en conflit avec la certitude de l'autre. On a tous connu, puis on en connaît encore. En fait, c'est un dialogue de sourds. Et sa conclusion, c'est de dire que la démocratie athénienne ne développe pas la liberté, elle libère la violence. Excuse, je m'en veux perdre dans ma main. Donc la dialectique se fonde sur le logos, c'est-à-dire le logos c'est la pensée, le discours, la pensée vraie, enfin qui cherche le vrai, hein, et qui demande une rigueur pour faire émerger la vérité qu'il y a à l'intérieur du discours. Donc, par rapport à Socrate, on peut dire que, comme avec Cicéron, c'est le père d'une philosophie morale, d'une philosophie de l'être, et que finalement, Socrate nous fait descendre la métaphysique sur la terre. C'est pas de moi, c'est de Cicéron. Donc, seules les connaissances qui aident l'homme à diriger sa conduite, à orienter sa vie, intéressent Socrate, c'est-à-dire les choses humaines. Mais du fait de sa mission divine, il est décrit aussi comme un mystique qui rentre régulièrement en extase et dans laquelle il puise sa sagesse, qui finalement lui donne une certaine notoriété, hein, tout le monde connaît Socrate à Athènes, mais peut-être aussi une supériorité par rapport à ses semblables. Hein. Le fait que cette mission divine le pousse à aller vers les autres, bon, c'est déjà, on n'est plus déjà dans une philosophie de la nature. Pourtant, il n'y a aucun savoir pédant, aucun. C'est quelqu'un de humble, je vous l'ai dit. Hein. Juste cette méthode d'investigation qu'il va pratiquer et que Platon va théoriser de manière un peu plus poussée. Une des raisons aussi pour laquelle il a été condamné, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, l'ironie socratique. Les gens n'aiment pas trop, c'est pas très agréable hein, de se faire prendre en défaut. Et pourtant, ça porte ses fruits. Cette ironie, elle démontre les certitudes. Et vous savez comme moi que même entre amis, vous avez des gens, ils sont tellement sûrs d'eux, même si vous leur démontrez par A plus B que ce qu'ils disent, c'est pas vrai, ils vont maintenir leur position. Hein. C'est le cas des sophistes. Donc, dans cette pratique, il met ses interlocuteurs face à leurs contradictions. Hein. Une chose ne peut pas être et ne pas être. Hein, c'est bien clair. Il n'y a que dans les mythes que c'est possible. Et il les trouble. Hein. On sent bien dans certains textes qu'il y a de l'inquiétude chez les Athéniens, quand ils sont un peu trop... Il les trouble dans leur quiétude, et on l'a surnommé le temps. Alors il est la torpille, mais aussi le temps. Le temps, la petite bestiole.
La bestiole qui vient piquer, hein, qui vient harceler finalement. Et finalement, il empêche les Athéniens de dormir. Vous trouvez ça dans le Ménon. C'est dit tel quel. Il leur parle de tout, hein, je vous l'ai dit, c'est du quotidien, du multiple, afin de dégager des principes tout en ne donnant aucune réponse. Jamais Socrate ne donne de réponse. Il suggère des directions à prendre, à explorer, mais jamais il ne dit à quelqu'un, ça c'est la vérité. La vérité, elle se trouve en nous. Hein. C'est nous-mêmes qui devons la trouver. On voit quand même que tout ce qui est, comment dire, imposé de l'extérieur, je pense à la démocratie qu'on a voulu instaurer dans certains pays, de l'extérieur. Mais si elle n'est pas pensée, si elle n'est pas vécue, ça ne peut pas marcher. C'est de l'ingérence. Comment? C'est de l'ingérence. Oui, mais ça ne peut pas marcher. Bah oui, mais parce que du coup, ils ne vivent pas leur histoire, donc ils ne peuvent pas l'aboutir, et quelque part, elle n'a pas de sens, puisqu'elle n'a pas été choisie par eux-mêmes. Oui, et puis elle débouchera forcément sur une tyrannie, dit Platon. Forcément. Alors, les idées à retenir concernant Socrate, c'est la connaissance, bien sûr, la vertu, la science du bien et du mal, en sachant que bien et mal, c'est la même chose. Hein. C'est le même mot en grec. Il y en a qui connaissent le grec? Non. Bon, c'est le mot kélo. Hein. Alors, pourquoi est-il condamné? Au nom de quoi? De son ironie qui exaspère les gens, ça, on ne lui pardonne pas. Son impiété, puisqu'il remet en cause les dieux de la cité. Hein. Lui, il nous parle d'un Dieu unique. J'ai plusieurs textes qui l'attestent. Et puis surtout, on ne lui pardonne pas d'avoir eu des amis qui ont participé à la tyrannie des 30. Et voilà, on pense qu'il est comme eux et qu'il est aussi corrompu, etc. Donc, ces proches qui ont une responsabilité dans les affaires de corruption de la cité, eh bien, portent préjudice à Socrate. Il y a une autre chose aussi qui énerve, c'est, on le voit bien dans le dialogue du Criton, on voit que son franc-parler, mais exaspère. Et dans l'apologie, lorsqu'il se défend, puisque c'est lui qui va assurer sa défense, on voit que les juges perdent patience. Il est trop direct. Il refuse les facilités qui lui étaient offertes pour s'évader. Et il boit l'assidu. Alors, c'est dans les dialogues de Platon que nous pouvons retrouver la pensée socratique, sans pouvoir, je vous l'ai dit, la séparer vraiment de celle de son élève. Il le fait intervenir dans toute son œuvre, sauf dans les deux derniers dialogues, le Timée et les lois. Mais sinon, c'est chaque fois Socrate qui amène le lecteur à se poser des questions. Et c'est toujours lui qui a le dernier mot. Donc, pour résumer, la philosophie socratique est un dialogue de l'âme avec elle-même pour s'élever du multiple, du particulier à l'un. L'un qui est Dieu, qui est l'idée. Et ce qu'on pourrait dire, qu'on va développer par ailleurs, c'est que pour Socrate, la connaissance est réminiscence. Il faut se souvenir. La connaissance, elle est en nous. C'est pas un savoir. Si on regarde le mot connaissance, con, avec naissance.